Aimé Bill, bonjour. Bonjour, monsieur Zéro. Alors, Aimé, tu publies, tu permets que je te tutoie, on se connaît un petit peu. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Alors, tu publies Dutroux, l'enquête assassinée, les révélations d'un gendarme écarté. Et ce gendarme, eh ben, c'est toi, Aimé. Tu faisais partie du groupe d'enquêteurs mobilisés après l'arrestation de Marc Dutroux, qui était chargé d'éclaircir les questions que posait évidemment ce dossier. Et notamment, la principale, Dutroux. Était-il un prédateur isolé avec sa femme, Michel Martin, et éventuellement Le Lièvre, son factotum, ou agissait-il pour le compte d'un réseau pédocriminel composé de gens haut placés? Alors, avec tes collègues, comme l'adjudant de Betz, vous avez fait consciencieusement votre boulot en ouvrant de nombreuses pistes que certains se sont ensuite acharnés à fermer, vite fait, à vous faire refermer, parce qu'à l'évidence, elles menaient vers des commanditaires, des enlèvements perpétrés par Dutroux. Et là, ta carrière de gendarme à la BSR s'est arrêtée d'un coup, et dans le déshonneur, il faut bien le dire, ils t'ont chargé à mort, ils t'ont accusé de faux en écriture, de violation du secret professionnel. Bref, on t'a fait passer pour un gros ripou. C'est pour ça que tu écris aujourd'hui ce livre? Il y a deux raisons déjà. J'ai essayé tous les moyens, je vais dire légaux, je ne dis pas que le livre est illégal, mais dès 98, quand l'enquête a débuté, naturellement, cette enquête, cette instruction, après 5 minutes, elle pouvait s'arrêter puisque il y avait parfois en écriture. Et 6 mois après, bon, le juge me convoque et il essaye de me charger, mais ce qu'on me dit, c'est donne quelque chose sur de base. Donc, je devais donner quelque chose. On me l'avait déjà dit à l'inspection de la gendarmerie, il faut donner quelque chose sur lui et alors on te laisse tranquille. Et je dis, bon, je regrette, je n'ai jamais eu un patron aussi correct. Sur lui parce que c'est ton patron Parce que c'est mon patron. et qu'il faut rappeler que c'est lui qui, à ce moment-là, fait les interviews de Régine Louf, Oui. fameux interrogatoire du témoin X1, qui gêne Voilà. énormément en haut lieu, évidemment. Voilà. Donc, Et donc, quand le juge m'interroge, bah, il me dit, bon, voilà, il y a des réquisitions à votre charge de chef de foi en écriture. Quand j'aurai vu le réquisitoire 15 mois plus tard, bah, ce n'est pas à ma charge, c'est à charge de X. Et donc, il me fait de la pression. Et bon, bah, il me demande si où j'étais à l'école, ce que je fais comme travail, les enfants. Bon, vraiment, rien avec le dossier. Et puis après, quelques bêtes questions. Et bon, bah, je vois qu'il tourne en rond. Et quand je rentre chez moi, je me mets à la machine et je lui fais un petit courrier de 93 pages que je lui amène quelques jours plus tard pour déjà exposer tout ce que je constatais. Puis alors, en fin juillet 98, nous avons eu accès au dossier, à son dossier, et là, on a vu vraiment tous les chipotages, tous les premiers chipotages de l'enquête et les fausses déclarations, les faux rapports et tout. Donc, là, on a continué à se défendre, et là, on a commencé à écrire. J'écrivais quasi tous les jours, même parfois 2 fois par jour, 3 fois par jour, par fax, au commandant de la gendarmerie, au procureur du roi, au procureur général, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, parfois au Premier ministre. Personne ne répondait. Le procureur général de Bruxelles, par exemple, je lui ai envoyé 62 fax. Et le 63e, je lui ai envoyé par fax, par recommandé avec accusé de réception et par courrier normal. Et je le traite là-dedans de manipulateur, de manipuler un manipulateur. Donc, moi, petit gendarme, je m'adresse au procureur général en ce terme et je mets une copie pour le ministre de la Justice et une copie pour le commandant de la gendarmerie. Ce monsieur ne répondait à rien. Donc, il a été. Bon, après ça, on a eu le non-lieu. Le non-lieu arrive, ce procureur général se permet d'envoyer un rapport de 17 pages. Donc, un des plus hauts magistrats de Belgique adresse à mon état-major, à notre état-major, un rapport de 17 pages d'accusation. Donc, 2 mois après la fin de l'instruction, 17 pages. Quand le directeur général du personnel me reçoit ça, il me téléphone un soir à 19h, il me dit, cette fois, vous êtes mort. Je dis, ok, on verra bien. Et 3 mois après, le même directeur général du personnel m'a envoyé une lettre en français à mon collègue de Baats en néerlandais pour dire il n'y a rien. Il n'y avait rien dans le rapport. Autant les accusations portées contre toi avaient fait l'objet d'un traitement médiatique important, autant quand tu es blanchi, ça se fait très, très discrètement. Ça veut dire qu'en fait, ils t'ont bousillé de nombreuses années de ta carrière, en réalité. Or, tu avais prouvé précédemment à l'affaire Dutroux que tu étais un excellent gendarme,
puisque tu avais Pas, enquêté sur plein d'affaires. je ne suis pas un super flic, j'étais un petit flic qui faisait mon boulot, je ne veux pas être une célébrité, donc moi je faisais mon travail, Oui, et mais il n'y avait rien à te reprocher. rien du tout. Ils ont monté une cabale, en fait, contre toi pour t'arrêter, pour arrêter ton enquête, parce que cette enquête avec De Betz, elle allait trop loin, elle allait trop haut. Vous alliez vous toucher au Gotha du royaume de Belgique, en réalité. Et donc, on vous a arrêté. C'est Sans quand nous, même en tout ça. cas. Maintenant, bon, moi, je ne peux pas rester avec ça, surtout quand je vois la détresse. Je l'ai encore vu il y a 3, 4 semaines sur un dimanche à la télévision belge, les parents des petites Julie et Mélissa, ben, qui restent plus que sur leur faim. On leur a caché des choses. Ils ne sont pas du tout satisfaits de cette enquête, de ce jugement, enfin de cette enquête, enfin de ce dossier. Tu as reçu pour la publication de ce livre un soutien inattendu, celui de Philippe Guéluc, le papa du chat, l'inventeur de ce personnage de bande dessinée, le chat, qui est belge. Et puis, il y a eu le dessaisissement des gendarmes Bill et de Batz. Et c'est de cela que va parler ce livre. Parce que ces deux bonshommes étaient deux gendarmes exemplaires, des enquêteurs de premier niveau, qui avaient d'ailleurs découvert beaucoup de choses dans d'autres affaires financières avant l'affaire du Trou. Et autour de l'affaire du Trou, ils enquêtaient sur les connexions, sur les protections, sur le commerce de jeunes enfants qui étaient livrés à des réseaux de pédophilie. Ils ont interrogé le fameux témoin X1, et je crois X2 aussi. Ils ont enquêté sur l'affaire dite de la champignonnière, trop long d'en parler ici, mais ce qu'il s'est passé, c'est que ces deux gendarmes ont été salis, ont été accusés d'avoir manipulé l'enquête, d'avoir fait des faux en écriture. Or, toutes ces accusations ne tenaient pas. Ensuite, ils se sont défendus, évidemment, et ils ont été entièrement blanchis, ce que la presse n'a pas révélé. Le drame dans cette histoire, c'est que tant qu'ils ont été salis, on en a profité pour arrêter totalement leurs enquêtes. Et donc il y a cette frustration de se dire, et si ils avaient pu mener leurs enquêtes jusqu'au bout, avec le concours de la police et de la gendarmerie, qu'aurait-on découvert ? Et c'est ça qui me liquéfie quand je lis ce livre de Aimé Bill, c'est de me dire que visiblement, on a voulu les empêcher de trouver des choses qui auraient sans doute mis en cause des gens importants, des gens influents, puisque des magistrats, des policiers et des personnes très haut placées se sont ingéniés à les salir et à les décrédibiliser. C'est qu'il y avait une raison. On ne fait pas ça pour rien. Et ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont ces raisons. Guéluc pose la question, quelles sont ces raisons? Mais ce sont celles qui ont conduit à te retirer l'enquête. En réalité, ces raisons, il la connaît la réponse. Vous brûliez, comme on dit. Ça remontait trop haut, vos investigations, elles devenaient gênantes et vous avez explosé en vol. Pour eux, c'était la seule façon d'arrêter les enquêtes. On n'aurait pas pu dire à Patrick Debatz ou à moi, bon, il y en a qu'on leur aurait dit, laisse tomber, ah oui, oui, tout de suite, ils ne demanderaient pas mieux. Mais Patrick et moi, et donc il y en a d'autres aussi, ben, quand on va vous dire, il faut arrêter cette enquête, c'est à ce moment-là qu'on va continuer. Donc, ils ne savaient pas dire, bon, écoute, on ne va pas travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont monté des faux dossiers contre nous et donc ils se sont acharnés. Bon, ils se sont dit, ben, on va les bloquer, on va d'abord les écarter, on les détacher, les muter et finalement, ben, après, ben, il n'y a plus rien, mais on ne peut pas revenir à notre travail. Mais en vous mettant au placard, ils ont parfaitement réussi leur coup. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est cette théorie du trou prédateur isolé qui domine en Belgique. Est-ce que tu penses que ton livre peut faire justement rouvrir l'enquête? L'idéal, moi, ça serait une commission parlementaire, mais faite de magistrats, mais pas rien que de magistrats, des avocats, des policiers, des citoyens, des journalistes. Moi, je vais bien me retrouver devant 100 personnes pendant une semaine. Vous me donnez un verre d'eau et une tartine, et je pousse sur le bouton et je leur envoie toutes les pièces. Hein, parce que, et alors, on verra ce qu'ils vont dire, mais jamais ils ne vont oser bouger à ça. Parce que dès que vous allez toucher, dès que vous allez prendre le premier, le plus petit en grade, lui, qu'est-ce qu'il va. Bon, maintenant, ils sont tous pensionnés, pratiquement. Non, quand vous allez prendre le plus petit gendarme en grade, je pense par exemple à Joël Gérard, eh bien, enfin, il a quand même fini comme commissaire, mais bon, eh bien, une belle promotion.
pour ces faux PV, eh bien, si vous prenez ce gendarme-là, il va craquer. Il va directement dire, oui, mais bon, c'est le chef. Puis vous allez prendre le chef, il va dire, oui, mais bon, c'est l'adjudant. L'adjudant, il va dire, oui, mais c'est le capitaine. Et le capitaine, il va vous dire, c'est le colonel. Et finalement, ben, comme le dit le major Terling, ben, le château de cartes s'écroule. Hein. Et donc, c'est pour ça que vous ne pouvez toucher à rien. On a eu beau déposer des plaintes et des plaintes et des plaintes et des plaintes, tout est classé directement. Rien, 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 rien. Moi, je pense là-dedans, quand on voit une complicité entre gendarmes, sous-officiers, officiers et magistrats, moi, je me pose la question, est-ce qu'on ne se trouve pas devant une association de malfaiteurs, voire une coalition de fonctionnaires? Et là, ça serait bien d'étudier ces cas. Tu dis exactement ce que dit Marc Dutroux depuis sa prison. Tu as vu cette vidéo où il dit que ce sont des hauts fonctionnaires mafieux? J'ai pas vu. Il y a 23 ans que je suis en tôle et je ne suis pas heureux d'être en tôle. Hein. Bon. Et je vais même te dire, c'est pas le pire. C'est pas d'être en tôle qui est le pire pour moi. C'est de porter le chapeau. Bien sûr. Je suis à la fois mon défenseur, le défenseur de mes gosses, de ma femme qu'ils ont détruite et ils en ont fait un pantin, de tous ceux qui sont morts et qu'on a dit que c'est moi, mais en réalité les assassins sont en liberté. Tout ça m'emmerde. Tu comprends? Donc moi je veux que ça explose, mais pour que ça explose, mon cher ami, l'organisation criminelle, moi je la qualifie comme ça. C'est une association de malfaiteurs dirigée par une coalition de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires. Quand un procureur général a les moyens de donner des ordres qui sont exécutés par des gens de notre niveau, je dirais, eh bien, tu attrapes un système. Il ne faut pas oublier une chose, stratégiquement parlant, tu en as qui font beaucoup pour faire croire qu'ils cherchent la vérité, alors qu'en réalité, ils sont là pour la torpiller. Alors que moi, en plus, je sers de fusible. Comprends? Si c'est moi qui a tout fait, il n'y a pas besoin de chercher. Ah, voilà, ouais. Sauf que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. En 2 coups de cuillère à peau, je peux démontrer que ça ne tient pas debout. Mais j'ai pas été défendu, j'ai été sacrifié sur l'autel de leurs intérêts de crapule. Dans ton livre, tu rappelles les propos de Dutroux lorsqu'il est arrêté. Des jeunes filles comme ça, c'est frais, ça se vend bien, ça rapporte. Dutroux dit que le prix varie entre 100 000 et 150 000 francs belges. Son complice Le Lièvre dit la même chose. Il dit on devait les vendre. Après, il se rétracte. Michel Martin fait plusieurs fois mention d'enlèvement pour le compte de filières. Il y a aussi l'histoire de voyage en Slovaquie pour enlever des petites. Donc, malgré l'évidence, dès le départ, d'un réseau où Michel Nioul fait l'interface avec les commanditaires, on va dire que c'est une voie de garage, circuler les gendarmes, il n'y a plus rien à voir. À ce moment-là, comment tu vis ça? Tu te rends bien compte quand même qu'ils sont en train de te retirer l'affaire parce qu'ils n'ont pas envie que ça sorte. Voilà. Moi, j'entre dans l'enquête, mes collègues rentrent déjà dans l'enquête le 22 août. Moi, je n'y entre que vers le 10 septembre. Et le 13 septembre, donc comme on est une équipe, une section financière, on est chargé des enquêtes financières sur Dutroux. Et moi, je fouille dans le dossier fiscal de Dutroux et je découvre un document confidentiel et qui expose qu'un gendarme, donc M. Michaud, malheureusement décédé, l'a contacté un responsable des impôts le 10 août 95, donc il y a 5 semaines que Julie et Mélissa sont enlevées, et il leur dit, voilà, je travaille pour une cellule spécialisée qui s'occupe de rapt d'enfants et pour un magistrat, et donc j'ai besoin de tous les renseignements sur Dutroux et Martin. Il laisse ses coordonnées et celles de ses 2 collègues au cas où il sera en congé ou il serait absent. Et le 16 août, le responsable des impôts ainsi contacte le gendarme et il lui donne toutes les informations. Mais il y a des choses qui sont difficiles à comprendre là-dedans. Le gendarme reçoit ces informations et il ne fait pas grand-chose. Déjà en 89, Dutroux est arrêté pour des séquestrations, viols sur des filles, agression sur une dame âgée, et prend 10 ans. Plus 3 ans, plus 6 mois. Puis après 3 ans, on le remet en liberté. Un ministre, le ministre de la Justice, signe sa libération conditionnelle. On découvre en 92, pour un libéré conditionnel, que Martin et Dutroux ont un permis de détention d'armes. En 93, vers le mois d'octobre, un gendarme apprend que Dutroux fait des caches dans ses caves
pour justement pour loger des filles, pour les envoyer à l'étranger. Ils font des perquisitions et ils voient qu'il y a une tranchée, mais bon, il n'y a rien, ils ne voient rien d'autre. Revenons maintenant en 95. Donc, ils créent, donc le 16 août, ils ont les renseignements, et le 25 août, on met en route l'opération qu'on appelle l'opération Othello. Et l'opération Othello, on fait deux observations au fin août, on fait 2 observations au mois d'octobre, et puis, bon, rien. Et finalement, on fait 2 perquisitions, une le 13 décembre où on entend du bruit, où on retrouve de la crème vaginale, où on retrouve un spéculum, où on retrouve du chloroforme, et il n'y a rien. Et puis on en refait une encore le 19, je crois, le 19 décembre 95, et on ne trouve toujours rien. Alors, moi, gendarme, je vous le redis, je ne suis pas le super flic, le grand Cochac ou le Colombo, tout ce que vous pouvez penser. Moi, je fais mon boulot. Mais avec une équipe comme je travaille avec Patrick de Batz, des choses pareilles ne seraient jamais arrivées. On n'attend pas, on fonce. Un dimanche, j'étais dans les locaux d'RTL, parce qu'on avait sur l'émission Controverse un dimanche, le 17 novembre 96, une personne qui devait venir chez nous et qui avait peur qu'il n'est pas venu, il s'est décommandé, et puis il est sur un plateau à visage caché. Et directement, j'entends ça, M. Bourlet me téléphone, il me dit, fonce à RTL, je dis, oui, j'y vais. Et puis là, je fais la connaissance du papa de Julie, M. Jean-Denis Lejeune, d'un député, et de Pascal Vrébos, et je dis, mais moi, je veux bien l'entendre, même devant vous, s'il est d'accord. Ah ben oui, il dit, ok. J'ai demandé à M. Bourlet, donc j'ai donné un coup de fil à M. Bourlet m'a dit, il n'y a pas de problème. Et je l'ai entendu dans le locaux d'RTL. De Batz est revenu de chez lui, il a rappelé du personnel, et j'en ai les larmes aux yeux, et chaque fois que je le dis, je l'ai écrit dans mon livre, Jean-Denis Lejeune me dit, mais qu'est-ce que vous faites un dimanche soir? Je dis, oui, chez nous, on travaille comme ça. C'est dommage que ce n'est pas vous qui vous êtes occupé de mes filles. C'est dur d'entendre. Ouais. Le chaînon manquant entre les commanditaires de Chair Fraîche et du Trou, c'est Michel Nioul. Il va s'en tirer à très bon compte. Il va prendre 5 ans. Il va faire qu'1 an de prison. Il a bénéficié d'innombrables protections, parfois invraisemblables, dont tu parles dans ton livre. On parle de protection. Que voulez-vous que je dise? Moi, c'est pas moi qui sais déterminer des protections. Moi, je vois qu'on me vire, je dérange, et puis je vois des choses pareilles qui arrivent, et qu'après, surtout, bon, je fermerai ma bouche à tout jamais si maintenant on avait dit dans toute cette enquête, Bill, tu as fait une faute, une petite faute, je me tairai à tout jamais. Mais je n'ai rien fait. Rien. Au contraire, on m'a félicité. Et donc, j'ai toutes les lettres écrites de la hiérarchie pour dire vous avez bien travaillé loyalement, honnêtement, correctement. Donc maintenant, j'essaie de comprendre pourquoi on m'a viré. Mais tu as été amené à travailler sur l'affaire dite de la Champignonnière. Est-ce que tu peux resituer le contexte et son rapport avec l'affaire du Trou? Eh bien, donc, le 13 février 1984, dans une champignonnière désaffectée à Oderghem, une des 19 communes de Bruxelles, une jeune fille qui s'appelle Christine Van Ness a été retrouvée. Donc, il y a eu un incendie, les pompiers ont été appelés à 20h47. Et donc, il y avait le feu dans cette champignonnière. Et puis après, ils sont intervenus, ils ont découvert le corps de Christine attachée. Donc, elle avait été tuée, attachée avec des fils de fer. Et donc, elle était décédée. Donc, le meurtre de la jeune fille, la champignonnière, arrive le 13 février 84. Le 27 avril 87, la police d'Etterbeek reçoit un appel téléphonique et on leur dit « Si vous voulez résoudre la champignonnière, inquiétez-vous, enquêtez au Dolo. » Le Dolo, c'était une boîte à partous. Bon. Mais où Nioul en est? Bon. Le 30 décembre 96, moi j'ai vu la liste des clients parce qu'un collègue qui est devenu notre adversaire après a pris la liste de tous les clients. Bon, vous avez des magistrats, politiciens, vous avez naturellement Nioul, vous avez un des 2 chefs d'enquête de la champignonnière, vous avez les gendarmes, magistrats, bon, il a acté tous les noms. Bon, le juge Van Espen, qui reçoit le dossier, le PV de la police d'Etterbeek, il fait ce qu'on appelle une apostille, donc un devoir, et il demande saisir la cassette et faire une enquête sur l'établissement.
Ben, 3-4 semaines plus tard, la police judiciaire fait un PV, on a saisi la cassette. Fini. On n'en parle plus. Alors, ce dossier est passé chez le juge d'instruction, mais il est passé au parquet, il est passé au parquet général, il est passé devant des chambres du conseil. Jamais personne n'a dit, tiens, on n'a rien fait là-dessus. En 2004, au procès de Marc Dutroux, la justice va écarter tout ce qui concerne l'existence de réseaux pédocriminels pour le reporter dans un autre dossier, le 86 bis. C'est le fameux dossier bis dont tu demandes la réouverture. Quand j'ai vu encore, bon, ben, je dis, il y a 5 ans maintenant, les parents, je crois que même le procureur parlait encore à la TV de ce dossier. Si j'ai bonne mémoire, M. Lejeune et M. Bourlet sont ensemble. Et bon, ben, M. Bourlet reste sur sa fin aussi, puisque lui, on a entendu qu'il soit pensionné pour le fermer définitivement, ce dossier-là. Alors, bon, ben, M. Bourlet n'est pas un petit comique, hein, je crois que c'est un magistrat digne de ce nom, contrairement à d'autres. Et donc, M. Bourlet, ben, il demande quelque chose. Non, qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être rien trouver, mais ce qui ne cherche pas ne trouve pas. Il y a quoi dans le dossier? Il y a beaucoup de cheveux, je crois. C'est bon, on a parlé de milliers de cheveux. Personnellement, moi, je ne sais répondre que dans ce que je sais. Je ne peux pas aller vous dire, tiens, j'ai vu dans la presse, je pense 6 000, mais je ne peux pas être affirmatif, donc je ne sais pas. N'y ayant pas travaillé, donc je ne sais pas. En même temps, si on ne rouvre pas ce dossier bis, on ne saura jamais la vérité. À mon avis, c'est leur rêve, hein, c'est qu'on ne sache jamais la vérité. Maintenant, il y a des gens décédés là-dedans. Monsieur Nioul est décédé. Peut-être qu'on avait peur aussi que Monsieur Nioul ne parle et qu'il ne mette, puisqu'il avait toujours dit qu'il avait le bras long et qu'il pouvait, enfin le bras long comme le Danube, si j'ai bien compris, et qu'il pouvait dénoncer plein de personnes. Maintenant, peut-être que on pourrait, mais ça m'étonnerait. Ils ne vont jamais, ils vont jamais oser ouvrir ça. Même si, je pense une chose, monsieur, c'est que s'il y a un petit député de n'importe quel parti, je pense pas que je déconne en disant ça. Un petit député d'un parti, demain, voit ça et il va dire à son président, on va demander. Son président va lui dire, écoute, reste calme. Parce qu'ils savent peut-être des choses aussi sur nous. Il y a peut-être un tel qui a toujours envie de notre parti et je ne pense pas qu'on va oser toucher. Je ne pense pas. Je crois que c'est ça. Parce que je dis, moi j'ai été reçu dans les partis. J'ai vite compris que quand on vous dit, une sénatrice vous dit, Monsieur Bill, j'ai une demi-heure à vous consacrer. Un peu, je suis resté quand même 3/4 d'heure. Elle me dit, mais Monsieur Bill, vous mettez en cause deux juges nommés par notre parti. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez? C'est eux les plus forts, c'est de la justice. Donc maintenant, pour moi, ces enquêtes, elles sont finies à tout jamais, les enquêtes. Mais il y a encore des gens qui sont en vie. Bon, et normalement, les dossiers sont là. On pourrait les réexaminer et quand même voir pour que des choses pareilles ne se représentent plus, que des choses pareilles n'arrivent plus, voir un peu comment ces gens ont manipulé, parce que ce n'est pas l'œuvre d'une personne, ce sont tous joués un jeu, que ce soit un petit gendarme, un gradé, un adjudant, un commandant, un colonel, ils ont tous essayé de jouer un jeu. Au fond, c'est un système de chantage et il continue. C'est pour ça que tu as eu cette réponse. Pourquoi même aujourd'hui, cette affaire mérite-t-elle notre attention? Je ne dis, bon, les petites filles, elles sont mortes. Les parents resteront meurtris à jamais. Mais il faut penser à d'autres enfants. Il faut que les futurs magistrats, les futurs flics aient connaissance de tous ces problèmes-là et que plus jamais des choses pareilles n'arrivent. Tu penses qu'un système comme ça continue en réalité aujourd'hui? Je vais faire quelque chose que je vais vous raconter qui n'est pas dans le livre, rien du tout. J'ai mis mon livre en vente. Il y a une personne qui m'a écrit, Monsieur Bill, j'ai acheté votre livre. J'espère qu'il m'arrivera là. Elle me cite le payer. Je dis oui, j'espère. Je suis fille d'un procureur. Ben, je dis, ben, votre papa sera certainement choqué quand il verra ce que des magistrats ont fait. Il est décédé. Hein, je dis, oh, c'est dommage. Monsieur Bill, ne vous méprenez pas. Moi, des petits points d'interrogation. On me dit, qu'est-ce qu'on chantait? Je ne connais pas cette dame, hein, je ne l'ai jamais fait. Mon père, monsieur, c'est un pédophile. Mon frère a été abusé. Un cousin a été abusé.
Il a eu une promotion. Et nous, on a fui la Belgique. Vous voulez que je dise? Quand j'ai lu ça à mon collègue de Batz, quand je lui ai lu, je dis, écarte un peu, mais c'est pas possible. Il dit, on est convaincus, nous, on était sur la bonne piste. Si on était sur la mauvaise piste, est-ce que vous pensez qu'ils allaient faire tout ça? Est-ce qu'ils allaient falsifier les auditions? Et nous, ils allaient nous laisser taper dans un mur, mais pas nous arrêter comme ça avec des faux prétextes. Je sais pas. Donc, non, je dis, bon, moi maintenant, depuis 25 ans, Patrick et moi, on a la conscience tranquille, on a fait notre travail. Maintenant, le livre va me décharger parce que c'est un poids sur le cœur. Oui, d'être passé pour un mauvais flic alors que tu étais un bon flic et que tu avais raison. Vous savez, ma fille revenait de l'école et jamais elle n'avait eu une punition, une remarque. Et à l'époque, elle revenait en pleurant. On riait d'elle. Regarde ce qu'on dit ton père dans la presse. Elle a arrêté ses études. À cause de ça. Oui, c'est du gâchis. Et c'est rien à comparer aux parents des enfants. Bien sûr. Ben, on pense à eux. Pour moi, il y a des choses qui sont imprescriptibles. Ce sont les crimes contre l'humanité et les crimes contre les enfants, qui, je trouve, devraient être rangés au rang de crimes contre l'humanité. Je trouve que nous ne pouvons pas nous résoudre, nous, population belge, nous, parents et grands-parents, à nous dire que les gens comme les Rousseau, les Lejeune, tous ces parents de victimes ont été privés de cette enquête, ont été privés de ce que la justice puisse accomplir son travail jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut imaginer un drame plus grand que ce que ces gens ont vécu? Et je trouve que l'honneur de notre pays, de notre population et à travers elle des corps constitués, justice et police, serait de remettre ces enquêtes en route pour savoir enfin ce qui s'est passé. Aux États-Unis, on peut révéler des archives qui sont restées secret défense pendant X années. Au bout d'un temps, on les révèle. Je voudrais qu'on n'attende pas si longtemps chez nous pour voir les ignominies qui se cachent derrière ces enquêtes assassinées. Ce que je dirais aux gens qui s'intéressent à cette affaire, qui sont touchés par ce drame, c'est de lire ce livre et de se faire leur propre opinion. C'est de ne jamais renoncer, c'est de réclamer auprès de nos institutions de la justice dans sa plus noble acception. Ne jamais renoncer. Et tu vois bien, tu ne me connais pas, on ne s'est jamais vu, on s'est vu 2-3 fois, mais je ne bluffe pas, c'est spontané, c'est la vérité. Je sais. Je sais. Eux aussi le savent. Hein. Eux aussi le savent. Hein. Eux aussi le savent. Oui. Parce que ça fait des années que je publie sur mes pages Facebook, des années, peut-être 10 ans, que je publie tous leurs faux qu'ils ont fait, que je les publie, et je n'entendais qu'une chose, mettez-moi les menottes, venez me chercher et demandez-moi de m'expliquer. Jamais ils l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'ai raison. Ils savent qu'ils ont triché.